Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. Bonjour! Cette semaine au Héros Anonymes, je vous propose 2 histoires qui pourraient vraiment faire l'objet d'un scénario de film, du style Mange, Prie, Aime ou en anglais Eat, Pray, Love. Un film qui nous rappelait l'importance d'être entouré par une communauté lorsqu'on se réinvente. Je pense aussi au film québécois Gaz Bar Blues où des hommes se réunissaient au garage du coin. Une place où se tenir, c'est important le sentiment d'appartenance. C'est un peu le cas de notre premier invité, une entrevue que vous allez pouvoir entendre sur le fil audio de l'Héros Anonyme. Toutefois, nous vous gardons en vidéo notre 2e invité. Mais un peu pour vous parler du contexte, c'est l'espace DEP Sylvestre, DEP pour dépanneur. Et c'était en fait un dépanneur typique qui est devenu au fil du temps, grâce à un rachat, un lieu de rassemblement pour la communauté où il se crée tout plein d'activités par et pour la communauté. On y a installé un café-resto et tout plein d'activités. Et au café-resto, ça sert également de plateau de travail pour les personnes handicapées. Nous allons recevoir Hubert Denis, qui est le trésorier et le directeur par intérim de l'espace DEP Sylvestre. Maintenant, pour ce premier bloc, elle nous fait le plaisir d'être avec nous en studio et ici sur YouTube. J'accueille celle qui symbolise pour moi une héroïne anonyme. Vraiment quelqu'un qui a décidé de faire la différence et qui, en fait, de ce que je comprends de son histoire, elle l'a fait depuis toujours grâce aux exemples qu'elle a eus dans sa famille. Rachel Lapierre est une infirmière de rue qui est habituée aux voyages humanitaires, notamment en Inde, à l'œuvre de Mère Teresa, et qui, un jour, a reçu un signal qu'elle devrait acheter un billet de loto qui s'est avéré gagnant, qu'elle a décidé d'investir pour créer le book humanitaire. Et depuis, ce sont des milliers d'actions soutenues par sa dynamisme et sa capacité de rallier des bénévoles. Plus de 5000 bénévoles qui aujourd'hui font une différence pour changer le monde au book humanitaire. Bonjour Rachel. Bonjour. Vraiment, quand je vous écoutais, parce que moi, je vous ai d'abord vu sur Facebook, à un moment donné, je me suis dit, non, mais quelle femme, il faut absolument que je la rencontre. Et la vie me donne l'occasion de le faire. Donc, je comprends que c'était le bénévolat, l'implication, ça avait toujours été là dans votre vie. Mais disons que moi, ma famille vient des îles de la Madeleine. Puis les îles de la Madeleine, c'est tissé serré. Fait que tout le monde s'entraide. Tu sais, moi, souvent, je fais le parallèle à il y a 50 ans, quand une maison passait au feu, tout le monde arrivait. 2 jours plus tard, la maison était reconstruite. Il y avait un problème de santé mentale dans le village. J'étais l'enfant le plus heureux du village. Une femme accouchait, les petits plats arrivaient devant sa maison. Fait que je suis née dans cette mentalité-là. Fait que c'est un peu ça là, que je pense qui a germé, si on veut, là, mais chez nous, le bénévolat, c'est important. Et que vous regrettez un petit peu ce temps-là où il y avait peut-être plus de solidarité? Bien, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on va très vite. On est souvent sur nos cellulaires, nos iPads, iPhone, tout ça, puis souvent, on connaît pas le nom de notre voisin. On ne sait pas ce qu'il vit en ce moment. Puis ça, je trouve ça dommage. Puis il suffit souvent de peu pour finalement nous réveiller puis dire, faisons une petite action. Mais le contact humain, si je regarde les personnes âgées aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui sont isolés. Oui. Tu sais, je vais comparer la misère ici versus la misère en Inde, à Calcutta, exemple. À Calcutta, les gens, même s'ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés, puis parfois, je rencontre des gens entre la vie et la mort et tout ça, ils sont heureux. Oui.
Mais ici, je trouve qu'on a beaucoup de misère sociale. Détresse mentale. Oui, les gens sont malheureux, les gens sont isolés. Puis je pense que si on s'y mettait, on pourrait changer ça. Ah ben, on pense spontanément à la chanson, oui. Mais ça prend des bougies d'allumage. Moi, j'ai pu constater, ayant été pas mal engagée aussi dans différents mouvements, que ça prend une personne qui tout à coup donne l'infusion, qui est la bougie d'allumage, et tout à coup, le bon chez les gens se traduit, passe d'une volonté à une action. Et je comprends que c'est votre rôle dans cette vie. Bien, en fait, ce que j'ai compris avec le temps, si on s'imagine dans la lumière, qu'on est une lumière, mais on influence une personne, on allume l'autre lumière, qui va allumer l'autre lumière. Et souvent, je fais des présentations dans les écoles, même les écoles primaires, puis je fais venir les petits-enfants sur la scène, puis je dis, toi, là, tu textes tes grands-parents que tu n'as pas parlé depuis longtemps, ça va te prendre combien de temps? Fait qu'il dit, 1 minute. Mais le message texte, tes grands-parents vont être heureux, ils vont aller à l'épicerie, la personne, il lui manque 5 $ pour payer l'épicerie, ils sont tellement heureux parce que le petit Joseph il a envoyé un message texte ce matin, puis là, le parent qui a réussi à payer l'épicerie va emmener les enfants au parc, les enfants ça devient une chaîne de bonne action, une chaîne de bonté, de bienveillance. Est-ce que c'est un peu ça qui explique le fait que vous êtes passé de quelques bénévoles à 5000? Bien, en fait, c'est difficile à évaluer le nombre. C'est sûr que sur place, on a 90 bénévoles, mais on a tellement de gens qui nous suivent. C'est beaucoup plus que 5000 personnes qui répondent. Oui. On a essayé de faire de trouver un chiffre là, qui correspond le mieux. Mais en fait, je pense que les gens ont besoin de donner. Les gens ont besoin d'aider son prochain. Ça nous fait du bien. Vous savez, quand on achète un nouveau chandail, on est content 2 jours. Le maximum, c'est 2 jours. Puis quand on a une nouvelle voiture, c'est maximum 2 semaines. Mais quand on fait une bonne action, c'est quelque chose qu'on met dans notre coffre au trésor puis qui va rester longtemps. Fait que l'humain a besoin de ça. Il y a des tests, ils ont fait des tests en Afrique, ils ont donné une maison, un appartement, un travail à des gens qui étaient dans la rue. Au bout de 6 mois, ils n'étaient pas heureux. Là, ils ont dit, mais pourquoi? Et on dit, mais on n'a pas l'impression qu'on fait partie de la société. Ah, c'est ça. Toujours l'inclusion, la communauté, une place où se tenir. Et là, je comprends que vous étiez déjà une personne qui s'engageait. Bon, vous avez raconté votre enfance et tout, mais vous aviez déjà des voyages humanitaires là, dans le baluchon, plus d'un. Bien, ça fait à peu près 32 ans que je fais des voyages humanitaires. Pour moi, ça, c'est ma passion première. J'étais en Haïti lors du tremblement de terre. J'ai fait l'Afrique, le Chili, un peu partout. Mais depuis 10 ans, je suis surtout à Calcutta, en Inde, où je fais du travail de rue, où j'ai commencé comme bénévole dans les centres de Mère Teresa, là-bas. Et à un moment donné, j'ai dit, il y a beaucoup, tu sais, dans les centres de Mère Teresa, ils sont bien nourris, bien lavés, des beaux vêtements, tout ça. J'ai dit, je vais prendre un sac à dos, je vais mettre mes choses et je vais aller dans la rue. J'ai commencé à faire de la rue, soigner, nourrir. Puis les gens ont dit, ben t'es donc bien chanceuse de faire ça. Puis je leur ai dit, ben écoute, viens. Je suis pas une agence de voyage, paye tes choses, puis fais juste de me suivre. Ça fait 10 ans qu'on fait Calcutta. On fait aussi le Sénégal, où on s'occupe des petits garçons de la rue, là-bas, les jeunes talibés. Mais moi, ça me fait du bien. Puis quand ça fait quelques mois que je peux aller en mission, ça me manque parce que, tu sais, quand tu reviens d'une mission humanitaire, là, t'as pas le goût de chialer sur le spaghetti. Tu sais, tu apprécies chaque petite chose que tu as parce que, tu sais, rapidement, quand on revient, tu sais, on recommence à magasiner, puis on n'a jamais assez parce que je suis humaine, là, je suis comme tout le monde, puis... Mais quand je vais en Inde, ben quand je reviens, ben j'ose espérer que je suis une meilleure personne. Et qu'est-ce qui a été le terreau était déjà là, si je comprends bien, mais pour en venir à créer le book humanitaire. J'ai l'impression qu'on parle d'une lumière qui est une bougie d'allumage. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui voulait que vous fassiez ça, là. Bien, en fait, je suis une personne qui a beaucoup la foi, mais à cette époque-là, les gens me disaient, c'est beau aider ailleurs, mais ici aussi, il y a des besoins.
Puis là, j'ai dit oui, c'est vrai. Fait que je me suis dit, je vais faire ma part. Fait que c'est simple, là. Je suis partie dans un parc à Saint-Jérôme, puis j'ai commencé à donner de la soupe, puis des bottes, puis des manteaux. Là, rapidement, les gens m'ont emmené ça chez nous. J'ai rempli mon garage. J'ai rempli le garage de mon chum à l'époque. Et là, un moment donné, mon chum, il a dit, tu sais, Rachel, un garage, c'est important. C'est l'antre de l'homme, donc trouve-toi un autre endroit. C'est ça. Fait que je me suis louée un petit local à Saint-Jérôme, mais j'étais toute seule à l'époque. Mais au début, je m'occupais surtout des familles immigrantes parce que Saint-Jérôme, c'est un pôle d'immigration. Et je m'occupais des personnes en situation d'itinérance. Et là, les gens ont commencé à arriver. Puis rapidement, ça a pris l'ampleur. L'année dernière, on a réussi à faire 467 000 actions. Wow! Oui, c'est vraiment magique, mais c'est la force du nombre. Oui. Cette multiplication. C'est ça, il y a eu quand même, au-delà de tout ça, ce fameux billet de loto gagnant qui a aussi été une promesse que vous vous êtes faite. Racontez-nous l'histoire. Quand je dis que c'est un peu un scénario de film, là, il y a de ça aussi, là. En fait, je suis une personne j'ai été faire avec le temps mon cours d'infirmière parce que je trouvais qu'en mission, j'étais plus efficace avec ces connaissances-là. OK, donc je comprends que quand vous êtes allée en mission, vous n'étiez pas infirmière encore. Au début, non. Ah, d'accord. Au début, non, mais je travaillais quand même dans les soins parce que je parlais français, anglais, espagnol. Et là, à un moment donné, je me suis rendu compte que si j'avais mon cours, je pourrais faire encore plus. Fait que je suis retournée sur les bancs d'école le jour, j'ai fait mon cours, puis je suis devenue infirmière. J'ai commencé à travailler dans les hôpitaux. Fait que je travaillais dans les hôpitaux. J'avais une érablière avec mon copain. Mais là, puis je faisais le book. Fait que j'avais 4 ados à cette époque-là. J'étais monoparentale. Wow. Donc, c'était beaucoup dans ma soupe. Et là, un soir, je suis allée faire l'épicerie chez Loblaw. Et il y a quelque chose qui m'a dit, achète un billet de loto. Puis, tu sais, j'en achète pas souvent. Mais là, c'était comme une évidence. Fait que j'ai fait un pack avec la vie. J'ai dit, si jamais je gagne, mais j'étais sûre de ne pas gagner, mais j'ai dit, si jamais je gagne, je vais faire le book humanitaire jusqu'à la fin de mes jours. Je vais faire que ça. Puis la vie a fait que j'ai gagné en vie. Fait que c'était... Le lendemain, mes enfants ont dit, on va le fêter, tout ça. Je dis, non, j'ai fait un pacte. Oui, et je vais respecter la promesse. Oui, mais ça me faisait plaisir. Oui. Puis, je travaillais pas moins par la suite. C'est pour moi, là, je travaille beaucoup plus que quand j'étais infirmière. Parce qu'on répond aux situations d'urgence non comblées. Mais je fais ce que j'avais envie de faire. Puis, tu sais, je crois beaucoup au destin. Quand tu veux faire quelque chose, tu sais, d'être sur ton X. Oui, je trouve ça important et c'est le sentiment que j'ai en ce moment. Donc, je suis très, très heureuse. Mais c'est contagieux quand on vous écoute. Ça réinvente des nouveaux possibles et de voir aussi qu'on a besoin au Québec de raviver cette flamme-là de la solidarité parce que je suis d'accord qu'il y a beaucoup trop de gens qui vivent dans l'isolement et j'imagine là que vous voyez sans doute un peu là, avec la démographie, le vieillissement qui s'en vient, on va avoir encore plus besoin de serrer les coudes puis d'être présent auprès des personnes âgées, entre autres, qui sont seules. Bien, en fait, ce que je réalise depuis la COVID, c'est que les besoins ont quadruplé. Nous, en ce moment, on nourrit plus de 500 personnes par jour gratuitement. Par jour. On a un frigo libre-service. Le jeudi, on livre à environ 535 repas à des personnes en haut de 70 ans qui ne mangeaient pas à leur faim. On a un VR médical qui soigne les sans-abri, les sans-papiers. Il y a beaucoup de sans-papiers. Personnes en situation d'itinérance, oui, mais aussi les femmes violentées. Et les Premières Nations, c'est que en ce moment, je vois dans les stationnements du Walmart des personnes âgées qui vivent dans leur voiture. Moi, j'ai jamais vu ça au Québec. C'est un phénomène nouveau. Beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'une tape dans le dos ou d'un sandwich ou bon. Et on n'arrête pas. C'est pour ça que selon moi, c'est un problème de société. Oui. Tu sais, il va falloir s'ouvrir les yeux puis dire, mon voisin, es-tu correct? Parce qu'on n'y arrive pas présentement, les gens vont pas bien. Oui, c'est un constat que je partage. Rachel, on prend une courte pause. On revient tout de suite. Oui.
retour au Héros anonyme avec Rachel Lapierre du Book humanitaire qui va célébrer son 10e anniversaire. Donc, 10 ans déjà à créer des bonnes actions en série. Et parlant de série, là, vous avez en tête un rallye. Disons que le documentaire, on a beaucoup de petites branches là, que je vous ai pas parlé, mais on fait beaucoup de choses. Mais on a créé Qui change le monde. Donc, ça, c'est comme le documentaire n'est pas subventionné et on n'a aucun salarié non plus. C'est 100% bénévole. Aucun salarié. Aucun salarié. Et tout ce qu'on reçoit est redonné à 100%. Fait que ça, c'est quand même particulier. C'est vraiment, vous êtes une transmission directe. Oui. Et ça, c'est quand même rare. Et donc, une façon d'aller chercher des fonds, on a créé Qui change le monde, qui fait des événements. Et le prochain événement, c'est un rallye qui va se promener dans les Laurentides. En fait, c'est le rallye Mazda Saint-Jérôme. Et on fait... puis ça se termine avec un souper là, à la fin qui va réunir tous ceux qui ont passé par le documentaire comme bénévoles, les donateurs et ceux qui ont un intérêt à la cause. Donc, il y a cet événement-là qui s'en vient. Puis à l'automne, on a toujours la marche qui change le monde, qui est quand même un événement assez particulier aussi. J'ai lu un peu dans le dossier de presse aussi que vous aviez des préoccupations, notamment pour l'importance d'avoir une bonne gestion financière. Parce que oui, c'est important qu'il y ait des gens comme vous qui ont la capacité de redistribuer, d'aller cogner aux portes et de pouvoir redonner, d'agir comme agent de transmission. Mais au niveau d'agir, au niveau prévention, il y aurait beaucoup à faire aussi. Vous parliez entre autres de l'importance d'avoir une bonne gestion financière. Mais en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens sont vraiment... ils fonctionnent, mais au jour le jour. Là. C'est qu'aussitôt qu'il arrive un imprévu, que ça soit une séparation, mais que ça soit... ce que je vois beaucoup, c'est de la maladie. La personne tombe malade, il n'y a plus de revenus. Fait que les gens n'ont pas de coussin. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose on fait beaucoup la promotion, tu sais, d'aller se mettre un petit coussin de sécurité, puis que quand ça va pas bien aussi, d'aller chercher les ressources. Parce que souvent, les personnes âgées n'osent pas aller vers les ressources, mais ils sont là pour eux. Puis, tu sais, ils ont travaillé toute leur vie, ils connaissent pas les ressources. Puis, il y a aussi l'orgueil aussi qui dit, mon Dieu, mais on est rendu là. Et je pense qu'il faut mettre sa gêne de côté. Puis, il y a des gens extraordinaires que, des fois, on va vers une ressource, puis la personne nous donne juste le petit coup de pouce qui manque pour remonter en selle puis continuer par la suite. Puis souvent, il y a des programmes ou des choses en place que les gens connaissent pas. Fait qu'il faut oser aller demander puis regarder ce qu'on peut faire pour vous aider. Là, quelle différence vous faites entre votre action et les organismes communautaires typiques? Ah, mon Dieu! Disons que chez nous, ce qui est particulier, c'est on est vraiment des gens de terrain. On est des gens, il arrive une demande, on la règle dans la même journée. Là, et on dit toujours oui. Au début, c'est sûr que d'être 100% bénévole, d'être non subventionné, c'est aussi particulier. Mais pour moi, ce qui était le plus important, c'était l'humain. Pour nous, comme on n'est pas subventionné, on n'est pas besoin de faire des piles de documents. pas de reddition de compte. Non, c'est ça. Fait que nous, ce qu'on fait, la personne sonne à la porte, puis je dis pas, vous n'êtes pas dans ma tranche d'âge, je peux pas vous servir. Moi, si quelqu'un m'est présenté, c'est qu'il a besoin. Et ce qui nous différencie, je pense, qui est notre force plutôt, c'est le non-jugement. Vous savez, la personne qui cogne à la porte ou la personne qui est en situation d'itinérance ou la personne qui va pas bien, c'est l'enfant de quelqu'un. Ou c'est le grand-papa de quelqu'un. Et ça, parfois, on l'oublie dans le système. Et moi, j'aime beaucoup savoir l'histoire. Et je vous garantis que tous les gens qu'on aide, je ne mettrai pas leurs souliers. Parce que quand tu connais l'histoire, et là, tu auras envie de tout leur donner parce qu'il y a toujours une histoire. Et souvent, les gens vont dire, oui, mais tu sais, peut-être qu'il va abuser. J'en vois pas, moi, qui abuse. C'est soit qu'il y a un problème, peut-être qu'il vient vous voir parce qu'il y a un problème de sociabilité, il est tout seul, puis en venant demander de l'aide, mais il y a une raison pourquoi cette personne-là se présente à votre porte. Fait que nous, c'est le non-jugement, puis c'est de faire le plus de bonnes actions possibles. C'est très simple.
Il faut pas que ça soit compliqué. Ouais. Mais, par exemple, les autres OSBL avec qui, j'imagine, vous avez des possibilités de référence, est-ce que parfois, il y a un sentiment de ne pas comprendre ce que vous faites ou le rôle que vous tenez par rapport à peut-être certains OSBL qui ont des missions vraiment très spécifiques? C'est sûr qu'on est une bébite à part. Oui, c'est ça. Si j'ose dire. C'est quasiment de l'entrepreneuriat social oui. ou de l'entrepreneuriat humanitaire. Oui, c'est une façon différente de voir la misère. Et nous, on n'a pas de case, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est dérangeant pour des OSBL qui ont une structure, puis qu'ils doivent cocher, puis tu rentres pas dans... Il y a une procédure. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de procédures. C'est sûr qu'on pose des questions, mais on pose des questions surtout pour mieux aider la personne, pas pour dire, ben non, moi, je te sers pas. Moi, je me dis que la personne qui a l'humilité de venir cogner à votre porte pour demander de l'aide, ben je veux dire, il faut s'y arrêter. J'aurais tellement de questions, Rachel. Qu'est-ce qui vous tient autant en forme? Comment vous allez chercher votre énergie? En fait, moi, je m'entraîne parce que sinon... en fait, tu sais, j'ai toute la journée, les cas problèmes arrivent sur mon bureau, souvent, puis c'est souvent dramatique. Mais donc, quand je pars du bureau, pour moi, j'ai toujours mes souliers de course dans ma voiture, puis j'arrête sur la 117, puis je vais aller courir un 10 km. Puis là, je crie, je chante. Les gens qui sont habitués de me voir passer, ils savent. Je marche. Tu sais, j'ai pas d'orgueil, là, tu sais. Et pour moi, ça me fait du bien. Je fais même des demi-Ironman puis des Ironman. Ah oui, mais vous avez fait Iron Woman. Mais une femme de feu. Mais comme un vieux diesel. OK? Je peux arriver l'avant-dernière, même la dernière, et ça me dérange pas. Le but, pour moi, je fais ça pour deux raisons. Parce que ça me donne la discipline de m'entraîner toute l'année. Et la deuxième raison, c'est que quand on pense qu'on va mourir, là, qu'on n'est plus capable dans la vie, là, ben, on est encore capable. Et quand je suis rendue à la course, puis que je me dis, mais t'es donc bien folle, ou pourquoi tu t'es inscrit à ça? Mais là, je me joue avec mon mental et là, je me dis non, t'es capable, tu vas y arriver un pas à la fois et tout ça. Et ça développe ma force mentale pour toujours aller plus loin puis de dire, ben je suis encore capable. Et ça, pour moi, le sport m'apporte cette force-là. La journée que j'aurai plus de plaisir, je vais arrêter, mais pour le moment, je m'y amuse encore. Est-ce que vous réalisez que vous influencez aussi des gens à s'entraîner? Là, on parlait de films tout à l'heure. On dirait que je vois Forrest Gump, tout le monde qui court derrière lui. Bien, c'est sûr que j'ai influencé tout le monde de ma famille parce que tout le monde a fait des demi-Ironman. Mais il faut s'amuser. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. T'sais. L'obsession de la performance aussi, qu'il y a beaucoup dans notre société. Il faut vraiment s'amuser. Et je m'organise pour m'amuser quand je le fais. Mais c'est certain que on influence toujours de par nos actions les gens qu'on croise dans notre vie. Et si ça a pu influencer des gens à se mettre en forme, parce que pour moi, c'est tout un équilibre. Le grand mot. L'équilibre. Et ça, c'est dur pour moi, l'équilibre. Donc, je suis obligée de me mettre des disciplines. Là, tu médites. Là, tu t'entraînes parce que sinon, je vais être au book 24 heures sur 24. T'sais. Fait que ça, c'est ma façon d'essayer. C'est quoi vos petits rituels pour inclure ça dans la journée? Ou est-ce qu'il y a un mantra, une formule quand vous vous levez? Comment vous... Parce qu'on parlait qu'il n'y a pas de reddition de compte au gouvernement, mais comment vous faites votre propre reddition de compte pour être fier de maintenir votre énergie, de la discipline que vous vous imposez? Comment vous faites? Tous les matins, c'est drôle parce que ma petite fille, Laviana, elle vient dormir à la maison une fois semaine et je la ramène à l'école. Elle a 8 ans et on se place devant... Moi, j'ai toutes dans ma chambre, j'ai tous mes petits anges. Moi, je crois aux anges. Et on remercie. Je remercie, je demande à l'univers d'ouvrir mes oreilles pour mieux entendre ceux qui ont besoin, d'ouvrir mes yeux pour que mieux les voir, d'ouvrir ma bouche pour apaiser, consoler, d'ouvrir mon cœur pour ne jamais juger et d'ouvrir mes mains pour mieux soigner.
Wow. Ça, et je demande toujours qu'on mette sur mon chemin les gens qui ont besoin de moi. Donc, et d'être toujours dans ma mission de vie. Et donc, quand quelqu'un arrive, je me pose pas la question. Et tous les soirs, ben je remercie pour la journée. Puis même si j'ai eu des trucs, tu sais, que j'ai moins aimés, je me dis que c'est dans ma vie pour me faire grandir. Je dis jamais je vais me plaindre de dire, tu sais, je viens d'avoir un cancer, je viens de terminer, puis jamais j'ai dit, je suis fâchée d'avoir eu le cancer, ces choses-là. J'ai eu 33 traitements de radio-chimio. Oh là là. Oui. Mais j'ai tellement grandi dans ça et ça m'a amené à rencontrer des gens d'exception et là, je veux m'impliquer pour avoir des casses réfrigérées pour les femmes. Bon, donc, il y a toujours une fin, il y a toujours une raison, je pense, quand on a une épreuve et ça fait de nous des meilleures personnes. Je pense qu'on est sur Terre pour apprendre. On n'est que de passage et je pense qu'ici, c'est une école. Donc, j'y vais comme ça et tous les soirs, avant de finir ma journée, j'essaie de m'entraîner et avant de me coucher, je remercie encore. Mais j'apporte pas les problèmes chez moi. Ouais. J'essaie de faire une coupure avec ça. Un saint rituel de coupure. J'aurais tellement d'autres questions. Je pense qu'il va falloir vous réinviter. Si on a envie de s'inspirer du book humanitaire, peut-être pour le faire dans notre région ou vous aider dans votre région, comment on vous joint? On est très facile à rejoindre. Tous les médias sociaux, Facebook, que ce soit le book humanitaire, que ce soit Qui change le monde. Et mon téléphone est ouvert 24 heures sur 24. Donc, oui, il faut dormir aussi. Il faut l'énergie. Oui. Mais on est juste communiquer avec nous. Puis même si vous êtes loin, on va vous motiver, on va vous aider à faire des bonnes actions. On vous a entendu. Ça a été un plaisir immense, Rachel, de vous avoir avec nous. Puis je suis convaincue que vous allez influencer d'autres esprits qui sont prêts à passer à l'action. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. De retour aux Héros Anonymes avec un autre projet qui est, ma foi, inspirant pour un projet de film. Vous savez, je suis allée récemment en voyage et je voyais un dépanneur où il y avait l'air d'avoir des gens qui se tenaient là. C'est comme s'il y avait des tables, les gens étaient assis, puis pourtant, c'est vraiment un dépanneur où on achetait de la marchandise. Et ça me rappelait le film Gaspard Blues où les gens, il y avait des hommes qui venaient, là, qui dépliaient leurs chaises pliantes et qui se tenait au garage. On a besoin d'avoir un espace où se tenir. Et mon prochain invité, il va nous raconter l'histoire de l'espace DEP Sylvestre, qui était en fait un ancien dépanneur, le dépanneur Sylvestre, et qui est devenu un lieu d'activité par et pour la communauté. Vous allez voir, il y a tout plein d'autres initiatives autour de ça. Alors, je reçois le trésorier et directeur par intérim de l'espace DEP Sylvestre, Hubert Denis. Bonjour, Hubert. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Ben c'est ça, c'est une belle histoire à raconter. Il y a tout plein de ramifications à l'histoire. Donc, premièrement, là, le dépanneur Sylvestre, là, ce que je comprends, c'était un dépanneur classique où on vend tout ce qu'il y a à acheter dans un dépanneur. Mais vous n'étiez pas encore impliqué. Non, moi, en fait, mon implication est toute récente, mais l'histoire là, de l'espace DEP Sylvestre, qui au départ s'appelait le dépanneur Sylvestre, là, remonte au début des années 2000. À ce moment-là, il y a un groupe d'amis qui vivaient dans le même quartier, qui cherchent un lieu commun pour partager, repas, idées, services. Parallèlement à ça, en même temps, il y a un dépanneur qui vend son fonds de commerce à un prix très raisonnable. Mm-hmm. Donc, les gens se disent, OK, on achète ça, puis on fait vivre le dépanneur, puis on essaie d'en faire un lieu où les gens vont se regrouper. Donc, il y a une coopérative de solidarité qui se forme à ce moment-là, qui existe encore, qui s'appelle la coopérative de solidarité du dépanneur Sylvestre. Mm-hmm. Et puis, donc, au début des années 2000, la coopérative se crée. Au départ, les activités, comme vous avez dit, exactement, les activités du dépanneur se poursuivent. C'est un dépanneur classique, mais rapidement, le groupe
s'aperçoit que c'est contraire à leurs valeurs. Tu sais. C'est un groupe Dans quel sens? J'imagine certains produits qui sont vendus? Exactement. C'est un groupe qui prônait beaucoup la saine alimentation. Puis là, ils disaient, on prône la saine alimentation, mais en même temps, on vend des chips, on vend de la bière, on vend des cigarettes. Fait que vite, ils ont dit, OK, on arrête tout ça, on garde le lieu. Mais ce qui est important, c'est de voir que les activités commerciales ont toujours été un peu au milieu des activités du dépanneur, là, parce que c'était en fait une façon, de survie financière, mais aussi c'est une façon de demeurer un peu indépendant. Dans le sens où quand un organisme communautaire vit sur des subventions ou a besoin de subventions de divers bailleurs de fonds, il y a souvent des contraintes qui sont attachées à la subvention. Fait que, par exemple, tous les gens du communautaire vont se reconnaître là-dedans. Le gouvernement peut dire, OK, pour les 3 prochaines années, on travaille en santé alimentaire ou en sécurité alimentaire. Oups, 3 ans après, OK, maintenant, on travaille en santé mentale. Fait que là, à ce moment-là, tous les organismes, il faut qu'ils retombent sur leurs pattes, changent les programmes. Donc, c'était une façon un peu pour le dépanneur Sylvestre d'assurer son indépendance. Donc, on en a parlé justement avec notre première invitée, le book humanitaire qui fonctionne sans subvention, sans employés non plus, puis c'est à peu près les mêmes raisons qui sont évoquées, parce que je comprends à ce moment-là, quand il n'y a pas de subvention et il y a vraiment une autodétermination où on recherche soi-même les fonds, c'est que le projet est porté par nous et on sent un petit peu plus de liberté d'aller là où on veut aller, conformément à la mission qui nous anime. Exactement. C'est exactement ça. Donc, du début des années 2000 jusqu'en 2018, donc on a fonctionné avec cette philosophie-là. Évidemment, avec des hauts et des bas, comme pour tout organisme communautaire. Et ils ont eu la chance, la première mouture du dépanneur Sylvestre, parce qu'il y a une deuxième mouture, là, on en reviendra. Il y a eu un événement marquant. Ils ont eu la chance d'avoir Richard Desjardins comme parrain. Richard Desjardins, l'auteur-compositeur qu'on connaît bien, c'était reconnu un peu dans les idées prônées, les idées d'inclusion prônées par le dépanneur Sylvestre. Fait qu'à ce moment-là, il avait fait plusieurs spectacles bénéfices, puis il a servi de parrain pendant plusieurs années. Ça a beaucoup aidé, évidemment. Et on arrive en 2018, où là, il y a eu un événement qui a marqué la suite des choses pour le dépanneur. L'incendie. Effectivement. On arrive à l'incendie 2018. Incendie majeur, le dépanneur doit cesser ses activités. Là, il y a toutes les questions d'assurance. Ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années à régler tout ça. En 2020, la pandémie arrive. Donc, entre 2018 et 2021, c'est un hiatus complet là, pour les activités du dépanneur. Le dépanneur survit dans les pensées, mais en termes concrets, il n'est plus là. Ouais. J'aime ça comment vous dites ça. Survie dans les pensées, donc tout était un peu stagnant. Il y a eu la COVID aussi. Mais vous continuez, les gens qui étaient à la source de ce projet-là continuaient à le nourrir par en dedans, avaient des rêves qu'ils souhaitaient pouvoir activer. Exactement. Donc, en 2021, il y a un comité de relocalisation qui se crée, un comité de relance. On doit chercher un nouvel endroit parce que pour X raisons, on ne pouvait plus être au même endroit qu'avant. Donc, en 2021, le comité de relance jette son dévolu sur un ancien restaurant qui est connu là, à Hall, là, qui s'appelait le Café Cognac pour ne pas faire de publicité. On donne un nouveau nom au dépanneur Sylvestre. On l'appelle maintenant l'Espace DEP Sylvestre. Parce que la mission a légèrement changé. Tu vois, la mission maintenant, c'est de cultiver un lieu d'échange et de participation citoyenne visant à briser l'isolement et à construire le vivre ensemble dans la communauté. Bon, c'est un peu poétique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Hubert? Oui, c'est exactement. Les missions sont souvent un peu de nature poétique. Donc,
on peut les interpréter chacun à sa façon. En fait, c'est l'idée maintenant, la nouvelle mouture, c'est oui, OK, on fait vivre un lieu où les valeurs d'inclusion sont prônées, où donc toutes les activités maintenant sont offertes à contribution volontaire. C'est vraiment l'effort est mis sur l'inclusion, briser l'isolement, le vivre ensemble. Donc, à la mi-2022, les activités reprennent avec un nouveau nom, mais qui rappelle quand même... Qui rend hommage à l'origine de où c'est parti. Tout à fait. Tu as bien utilisé le mot hommage. C'était vraiment pour reconnaître tout le travail qui avait été fait parce que quand on est dans l'Outaouais, on s'aperçoit que le dépanneur Sylvestre avait acquis une certaine renommée. D'ailleurs, tu vois, ça m'a pas vraiment surpris qu'une radio de Montréal nous appelle pour dire « Hey, qu'est-ce qui se passe avec le dépanneur Sylvestre? Qu'est-ce que c'est au bout? » Parce que c'est vrai, on le sent quand on dit à quelqu'un je suis bénévole au dépanneur Sylvestre, les gens ouvrent les yeux. Ah oui, qu'est-ce qu'ils font? On n'entend plus parler. Tu vois, fait que là, on est en ce moment un peu en relance, tu vois. Mm-hmm. L'idée d'inclusion demeure, l'idée de l'autofinancement reste, donc on a les activités commerciales continuent. Puis je vous invite à visionner un beau documentaire d'une jeune réalisatrice de l'Outaouais qui s'appelle Sarah Ben Saoud, qui a fait un documentaire l'année dernière qui s'appelle « Les renaître de ses cendres ». Il explique un peu, oui, le titre était extrêmement bien choisi, et qui explique un peu comment la nouvelle mouture du dépanneur a repris son vol, si tu veux, et comment les gens qui l'utilisent maintenant, qui utilisent les services ou qui participent aux activités, comment ils perçoivent le lieu, tu vois. Fait que c'est un très beau documentaire. Puis, on peut voir ça où, Hubert? Je ne sais pas. Je sais que il y a des droits là, d'auteur puis tout ça, là, c'est un peu compliqué, mais parfois en se promenant sur Internet, on peut trouver des choses. Donc, il faut rappeler aux gens qu'on n'est pas vraiment un service de première ligne. On n'a pas d'équipe d'intervenants, mais on offre un lieu et on offre à tous l'opportunité d'évoluer dans un contexte où il y a beaucoup de diversité, puis où les valeurs d'inclusion sont mises au premier plan. Mais mettons, si on fait là, du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche, qu'est-ce qu'on y retrouve? Parce qu'il y a un café, il y a un café-resto, le café de l'espace d'Ep Sylvestre. C'est aussi une grande partie des activités ou de la proposition qui est offerte à la communauté. Effectivement. En fait, il faut rappeler, on est relativement petit. On a 2 employés rémunérés, donc quelqu'un à la direction, puis quelqu'un à la cuisine. On a 2 stagiaires qui nous viennent de France via l'OQFJ, l'Office franco-québécois de la jeunesse. Oui. Fait que le reste, c'est des bénévoles. Donc, on a quand même un certain nombre de personnes qui sont rémunérées, mais l'essentiel du travail se fait de façon bénévole. Et on a un petit CA de 5 personnes. Donc, on est relativement petit. Par contre, qu'est-ce qu'on offre comme service? Évidemment, comme je disais, on a le lieu comme tel qui est ouvert à tous parce qu'il y a un café. OK? Donc, on a un petit café. On l'appelle le café bar à jus. On a des choses assez légères à manger, des biscuits, on a du bon café, on a des sandwichs, des salades, puis des boissons diverses. On a du bon thé aussi. Donc, cet endroit-là... Et beaucoup de bon thé. On a beaucoup de bon thé dans tous les sens des mots. Et puis... donc, on a vraiment, c'est l'endroit commun comme tel, qui est pas trop régi par des activités puis par des calendriers. On entre, on vient, on partage, on repart. Fait que ça, c'est l'endroit café. Mais l'endroit café est quand même une activité commerciale qui est très, qui nous est très importante. Au niveau commercial, là, on a, évidemment, tout tourne autour de la cuisine. Donc, on a des soupers bénéfices le mardi. Bon, ces soupers-là sont toujours offerts à contribution volontaire. On a une contribution suggérée. Par contre, si quelqu'un n'a pas les sous,
on le refuse pas. Et là, maintenant aussi, on vend des soupes et des sandwichs dans certains commerces de la région. Fait que, tu vois, fait que là, qui sont préparés chez vous, mais que vous avez conclu une entente là, pour pouvoir faire des revenus avec cette revente? Exactement. Donc, les lundis, mardis, on a une armée de bénévoles qui accompagnent notre responsable de cuisine, puis on fait des sandwichs. On en fait pas mal. Mais ça aussi, donc, il y a tout l'aspect commercial qui est demeuré intact et qui demeure important, qui demeure central dans nos activités. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces activités commerciales-là servent aussi de plateau de travail, si tu veux, à des gens qui sont en réintégration sociale ou socio-professionnelle. Donc, quand on parle de bénévoles, on parle aussi de gens qui nous sont référés par d'autres organismes, tu vois, des gens qui souffrent de déficience intellectuelle ou qui sont aux prises avec des défis de santé mentale. Donc, nos activités commerciales, oui, c'est pour faire des sous, mais en même temps, c'est un outil incroyable de réintégration socio-professionnelle pour certaines gens. Et vous n'avez pas des subventions pour cette structure-là d'accueil avec des personnes qui ont certaines déficiences ou autres? Oui, on en a un peu. C'est sûr que là, maintenant, on essaye de développer ça. Ça va un petit peu... c'est une approche qui est un peu différente du dépanneur première mouture. Là, on a besoin de subventions. On s'aperçoit que la force de frappe bénévole ou les dons, c'est pas suffisant. Donc, on travaille aussi là, de façon rapprochée avec le CISO, là, qui est le Centre intégré de santé et de services sociaux, via certains de leurs programmes, comme on a un programme qui s'appelle les alchimistes, où ce sont des gens en déficience intellectuelle qui, 4 jours par semaine, viennent nous aider à la cuisine, viennent nous aider à la maintenance des salles. On place les tables, on passe le balai. Fait que pour eux, là, le DEP, là, parce que on appelle notre lieu le DEP. Donc, pour eux, le DEP, c'est un endroit incroyable, là, parce qu'à chaque jour, c'est là qu'ils viennent. On partage, on parle, on travaille ensemble. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Et donc, ça, on a cette subvention-là. Par contre, notre travail de cuisine est aussi supporté par des bénévoles, carrément, qui eux aussi peuvent souffrir d'isolement, même s'ils n'ont pas de problème de santé. Ouais. Donc, on a beaucoup de bénévoles qui cognent, puis hey, est-ce que je peux vous donner un coup de main? Donc, les bénévoles sont accueillis. On a des gens qui sont en travaux communautaires. On a du bénévolat étudiant. Fait que tout notre travail de cuisine, outre la personne là, qui est la gérante là, vraiment de la cuisine, qui gère les stocks puis tout ça, tout le reste est assuré par du travail non rémunéré, en fait. Wow, c'est vraiment extraordinaire. Hubert, je vous propose de prendre une courte pause et ensuite, on va explorer un peu plus les activités parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs vraiment sympathiques. D'accord. On revient dans quelques instants. De retour au Héros Anonyme, nous sommes toujours avec Hubert Denis, qui est trésorier et directeur par intérim de l'espace DEP Saint-Sylvestre. Alors, on a exploré un petit peu différents services, le plateau de travail et autres qui accueillent des personnes qui ont des déficiences, mais surtout un café, une cuisine qui ne roule qu'avec des bénévoles, outre une employée en fait. Et là, il y a tout le volet des activités. Je suis allée voir votre programmation, Hubert, et j'ai vu des choses vraiment sympathiques qui m'ont dit, tiens, je vais aller faire un tour à Gatineau.
Racontez-nous ce qui se passe là, concrètement. Vous êtes la bienvenue. En fait, on pourrait diviser nos activités en deux groupes. On a des activités qui sont subventionnées encore par le Centre intégré de santé et de services sociaux. On a des groupes d'entraide le vendredi. Donc, à chaque vendredi, 50 semaines par année, on a des groupes de parole, on appelle ça de l'écoute attentive puis de la parole authentique. Oui, ça m'intéressait ce bout-là parce que je vois qu'il y a des cercles de parole. On explique le fonctionnement du bâton de parole aussi. Je pense qu'il est un outil issu de la culture des Premières Nations pour favoriser un dialogue sain, des explications autour de la communication non violente. Exactement. Donc, c'est des groupes de soutien. Donc, on échange beaucoup, mais en même temps, toutes les techniques justement de communication non violente et d'écoute empathique sont aussi c'est pas un cours, c'est pas des ateliers de communication non violente, mais on donne des notions pour que les échanges deviennent vraiment constructifs puis plein d'empathie puis d'écoute. Fait que c'est vraiment des rencontres, c'est souvent peut-être entre 10 et 15 personnes où il y a des témoignages, les gens vraiment s'ouvrent et puis on a une bénévole extraordinaire, là, Nadia Fleury, qui est travailleuse sociale de formation, qui, elle, va pas contrôler, mais qui va animer, coordonner, oui. Puis justement de donner tout cet aspect-là d'écoute empathique puis de respect de l'autre, de ne pas juger quand on écoute les gens. Fait que c'est vraiment une activité, c'est une des activités fortes du dépanneur. Après ça, on a une autre activité qui est subventionnée qui s'appelle la ruche d'or. La ruche d'or, en fait, c'est des ateliers de création artistique, en fait, mais on voit la création artistique comme un outil de résilience communautaire. Donc, de l'art-thérapie? C'est pas de l'art-thérapie, mais encore là, c'est un peu comme le groupe d'entraide du vendredi. C'est plus comme on incite les gens à discuter, mais via leur création artistique. Mais tu sais, on n'est pas des intervenants, tu sais, fait qu'on n'a pas, pour faire de l'art-thérapie, je pense qu'il faudrait vraiment des intervenants. Là, on offre plutôt un moment où les gens créent, c'est assez informel, mais où les bénévoles quand même qui sont là, ça fait longtemps qu'ils travaillent un peu dans le milieu communautaire, fait qu'ils sont capables de susciter des réflexions, de susciter des discussions, mais tu sais, ça arrête à un certain degré. Si jamais nous, comme je disais, on n'est pas un organisme de première ligne. Si on voit qu'il y a vraiment une problématique, vous pouvez référer à d'autres organismes. Là. Vous avez un réseau que vous avez créé. Exactement. On réfère. Tu vois, puis ça arrive. Ça arrive où là, on voit que là, il y a quelque chose d'un peu plus lourd. Fait qu'à ce moment-là, on réfère. En même temps, vous agissez un petit peu comme prévention parce que on sait au niveau de la santé mentale à quel point l'isolement peut contribuer fortement à nous faire développer à la fois des enjeux de santé mentale qui peuvent se traduire en enjeux de santé physique également. Exactement. Là, tu touches vraiment à la philosophie de base de nos activités. Il y a toujours cette idée d'entraide, d'écoute, de soutien. Puis on travaille beaucoup en santé mentale. Tu vois, même si on n'est pas des gens de première ligne, par l'entraide, par l'empathie de nos bénévoles, puis tout ça, puis par leur connaissance du réseau, parce qu'à un moment donné, comme je disais, il faut référer, on n'a pas le choix, ça dépasse nos capacités. Mais tu touches là, vraiment à notre philosophie là, en disant, c'est ça, nos activités à la base, c'est en brisant l'isolement comme ça, en essayant de briser l'isolement, en favorisant l'inclusion, on touche un peu à la résilience communautaire, à la résilience personnelle, mais en aidant chaque personne, on arrive aussi à créer quelque chose au niveau de la communauté. Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous dites que vous vous considérez comme un laboratoire vivant? Oui, tout à fait. Moi, je n'aurais pas utilisé
cette j'ai lu ça dans votre documentation. Oui. Non. Mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est que, oui, c'est vivant. Tu sais, puis tu crées des miracles. Là, c'est incroyable, des choses qu'on n'avait pas prévues. Par exemple, on a un club de tricot. Là, je vais prendre plus que les 10 minutes qui restent. Je suis désolé, mais c'est tellement une belle histoire. Écoute, il y a un club de tricot. En blague, des fois, j'appelle ça le club de papotage, qui aime bien, châtie bien. Et puis, à un moment donné, il y a une des participantes au club de tricot parle à une des alchimistes là, qui viennent dire une personne qui a une certaine déficience intellectuelle, par exemple. Ben, elle l'a intégré, elle lui a demandé, aimerais-tu ça tricoter? La personne dit oui. Écoute, il y a eu un cache-cou qui est en laine, qui est sorti de ça. C'est un petit miracle. Tout le monde était tellement heureux. Ouais. On a mis des photos, des gros sourires, des félicitations à pu finir. Puis c'est un des petits miracles. Une des activités qu'on a en ce moment, qui est un atelier de formation de fabrication de piñata. Donc, les bonhommes là que les enfants frappent dessus là, pour avoir leur lot de bonbons, là, c'est ça? Exactement. Ouais. OK? Bon, ben ça, là, écoute, ça a commencé, c'est une idée d'un bénévole. Au début, 2-3 personnes. Là, on est rendu, écoute, on est quasiment rendu à un point où il faut refuser des gens. Ça a créé un engouement incroyable. Les gens qui viennent, c'est des gens de tous les milieux. On a des gens, des mères de famille avec leurs enfants. On a des gens justement aux prises avec la déficience intellectuelle. On a des gens aux prises avec des fois des défis de santé mentale. Tout le monde s'assoit ensemble, on s'aide, on se salit les doigts, et puis on crée nos piñatas. Eh oui, puis ça crée des petits miracles. Vous avez des soirées micro-ouvertes aussi, vraiment, si on va plus dans le culturel? Oui, c'est ça. Là, il y a un aspect qui est toujours un peu formation, mais il y a un aspect aussi carrément culturel, artistique. On a les cafés troubadours qui sont des soirées micro-ouvertes 2 fois par mois. On a nos ateliers de tricot, on a des cours de danse swing 1 fois par semaine. On a des cours de cuisine végé indienne. Et puis c'est ça. Fait qu'on essaye au-delà de. C'est sûr qu'il y a toujours l'accès aux besoins premiers, quand on pense aux gens qui sont plus vulnérables, mais il y a aussi l'accès à la culture, tu vois. Fait qu'on essaye de donner aux gens comme ça, un peu plus vulnérables, là, en situation un peu plus vulnérable, d'avoir accès à la culture. Donc, certaines personnes qui sont peut-être plus aisées financièrement peuvent contribuer un petit peu plus davantage, j'imagine, pour que les coûts de l'activité demeurent accessibles? Exactement. C'est ça l'idée de contribution volontaire. Il y a toujours l'idée il y a une contribution suggérée. On fait des spectacles, puis encore là, les spectacles, on essaye de donner une chance à des nouveaux artistes, soit des artistes qui ont pas de scène. Ben nous, on leur offre notre scène, tu vois. Des fois, roder un spectacle et autres. Vous avez le service aussi, le bonhomme allumette, qui est un opticien finalement itinérant qui va dans les organismes communautaires où on peut avoir justement accès à des montures vraiment moins chères. Exactement. Bon, ça, c'est un organisme qui a été créé à Montréal d'abord, mais justement, c'est un opticien qui était outré par le fait que les prix étaient très, très élevés. Lui, il comprenait pas. Il voyait qu'il y avait un problème là. Fait que lui, c'est ça. Il a développé un modèle d'affaires où les opticiens qui travaillent pour le bonhomme à lunettes sont itinérants comme ça, ils sont mobiles. Oui. Donc, ils n'ont pas de loyer, ils n'ont pas. Fait que le modèle d'affaires fait que le service les lunettes coûtent beaucoup moins cher. Fait que c'est eux qui nous ont approchés l'année dernière pour dire hey, est-ce que vous seriez prêts à être un endroit. Hey, Hubert, c'est fantastique. On va donner l'adresse de votre site Internet. Qu'est-ce que c'est? Oui, l'adresse, c'est dépanneursylvestre.org. Oui.
C'est tout. Vous tapez ça, puis vous allez arriver sur notre site. Et puis, on est situé sur la rue Montcalm, dans le secteur Hall, à Gatineau. Merci beaucoup, Hubert, d'avoir été avec nous, directeur par intérim, trésorier de l'espace Dep Sylvestre. Et c'est ainsi que se conclut ce nouvel épisode des Héros anonymes, réalisé grâce à la collaboration de Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, Chantal Doré au micro. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur canalem.vuesetvoix.com. Un coucou à nos auditeurs du câble, de CKVL et également sur l'ensemble des plateformes de balado-diffusion. J'espère vraiment que cette émission vous a donné envie de faire une différence. Vous voyez, hein, c'est une petite action qui en entraîne d'autres. Alors tiens, faites connaître les Héros anonymes, ça sera une super bonne action. Je vous dis au revoir, à bientôt.